l'actualité, le président de la transition a reçu en audience les ministres maliens et nigériens de l'économie et des finances. Ils sont venus faire le point de leur rencontre sur l'harmonisation des politiques économiques des pays de l'AES. Journée internationale des forêts, le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a insisté sur les décisions prises par les autorités en vue de préserver nos forêts. Sungalo Solidarité des ministres étaient avec les populations pour rompre le jeûne, une initiative fortement saluée par les ministres. Et 800 tonnes de riz ont été remises aux familles vulnérables de la région de Ménaka. La ministre de la Santé et du Développement social était sur place pour la remise. Merci de votre fidélité à ORTM 1. Le tour complet de l'actualité nationale et dans l'espace AES, c'est dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et nous commençons par cette audience que le président de la transition a accordée aux ministres maliens et nigériens de l'économie et des finances. Ces derniers se sont réunis ici à Bamako pour harmoniser les politiques économiques des pays membres de la Confédération des États du Sahel en privilégiant le développement endogène. Il était donc opportun pour eux de faire le compte-rendu de cette rencontre au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour plus de précisions, écoutons le ministre délégué auprès du Premier ministre nigérien. Il s'est exprimé au micro de Aluseni Touré. Le contenu de discussion a porté sur l'organisation de l'économie confédérale. Un aspect de l'organisation de l'économie confédérale. Vous savez, nous sommes passés d'une alliance à une confédération. Et donc, dans ce cadre-là, l'ambition d'intégration est plus importante encore. Nous avons des richesses dans notre confédération. Nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons le bétail, nous avons le niébé, nous avons l'ail, nous avons l'oignon. Notre mission en tant que ministre de l'économie et des finances, dans le cadre de ce processus-là, c'est vraiment d'œuvrer pour que l'économie confédérale soit une économie intégrée. Et dans ce cadre, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous a donné une orientation très précise. Il s'agit de construire l'économie confédérale sur la base de la logique du développement endogène. Donc vous voyez par exemple, si vous prenez la balance commerciale de tous les États, les produits pétroliers constituent le premier poste. Nous importons des produits pétroliers, alors qu'avec l'industrie pétrolière du Niger, nous produisons des produits pétroliers. Donc nous voulons, à travers ce genre de rencontre, corriger un peu ce paradoxe pour réorienter une bonne partie de la demande de produits pétroliers de notre économie confédérale vers l'industrie pétrolière du Niger qui est en plein essor. Comme vous le savez, nous sommes passés d'une production de 20 000 barils jour jusqu'à la fin 2023 à une production de 110 000 barils jour à partir de 2024 avec 90 000 barils jour destinés à l'exportation. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est d'accentuer la transformation de ces produits au lieu d'exporter le brut. Et dans ce cadre, c'est tout à fait normal que nous échangeons au niveau des ministres de l'économie et des finances pour bien évaluer la demande et tenir compte de la demande pour augmenter les capacités de production de l'industrie pétrolière du Niger.
Une journée dédiée aux forêts dans le monde et c'est ce 21 mars que nous célébrons cette journée. Forêts et aliments, c'est le thème de cette édition. Au Mali, la célébration de cette journée a été couplée au lancement officiel des alliances productives dans le cadre du développement durable des produits forestiers non ligneux. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie, a évoqué les décisions prises par le président de la transition pour la préservation de nos forêts. Cette initiative va booster la commercialisation des produits forestiers non ligneux comme le karité, le baobab, le néré et le tamarin. Le point avec Mamari Koné et Alou Touré. Après la signature des conventions de financement des 118 sous-projets de restauration des paysages dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille Verte, le projet de restauration des terres dégradées au Mali met en route les alliances productives dans le cadre du développement durable des produits forestiers non ligneux. Ces produits forestiers non ligneux que sont les baobabs, le karité, le néré, le tamarin et le jujube, entre autres, jouent un rôle fondamental dans la préservation de l'environnement, la sécurité alimentaire et le bien-être des populations riveraines des forêts. L'exploitation illégale des ressources forestières à travers la coupe abusive et anarchique du bois et l'exploitation minière incontrôlée sont des fléaux majeurs qui dégradent de façon irréversible nos écosystèmes forestiers et fragilisent les moyens de subsistance de nos communautés rurales. Face à l'ampleur de la situation, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a pris d'importantes décisions. Il s'agit notamment de renforcer le pouvoir des agents des eaux et forêts en matière de recherche et de constatation d'infractions, faciliter la procédure de confiscation des produits forestiers, du matériel, des équipements et des animaux domestiques, mettre fin aux transactions et enfin sanctionner toute recherche ou exploitation minière dans une forêt classée ou dans le domaine protégé de l'État sans autorisation. Le gouvernement s'engage à appliquer ces décisions avec la plus grande rigueur afin de préserver notre écosystème forestier et d'assurer le développement économique et social de notre pays. C'est dans ce cadre qu'intervient le lancement des alliances productives pour les produits forestiers non ligneux. Le projet de restauration des terres dégradées qui soutient cette initiative couvre 87 communes réparties sur 8 régions du Mali. Le projet mettra en place plus de 400 plans d'affaires stratégiques mobilisant plus de 11 milliards de francs CFA, dont 9 milliards de subventions directes pour soutenir la production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. À terme, les alliances productives pour les produits forestiers non ligneux auront comme impact 176 000 personnes bénéficiaires directes, 13 000 emplois directs créés et enfin des infrastructures modernes pour faciliter l'accès au marché. Les différentes parties prenantes, Direction générale des eaux et forêts, coordination du projet de gestion des terres dégradées au Mali et les bénéficiaires ont signé quelques conventions d'alliance. Grâce au projet de restauration des terres dégradées PRTD, nous avons une occasion unique d'inverser la tendance, de restaurer nos terres et surtout de redonner espoir à ceux qui en dépendent. À travers sa sous-composante dédiée à l'amélioration de la résilience des moyens de subsistance locaux, le PRTD a alloué 35 millions de dollars au développement durable des produits forestiers non ligneux. La valorisation et la promotion de ces produits, avec ceux de la pêche, contribueront à créer plusieurs emplois verts. Elles permettront également aux communautés vulnérables de diversifier leurs revenus et de renforcer leur capacité à faire face aux chocs climatiques extrêmes en augmentant leur résilience. Le lancement officiel des alliances productives pour les produits forestiers non ligneux est couplé à la célébration de la Journée internationale des forêts, placée cette année sous le thème forêt et aliments. En couplant ce lancement à cette célébration mondiale, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une gestion durable et inclusive des ressources naturelles, plaçant les produits forestiers non ligneux au cœur des stratégies de développement durable. Le ministre en charge de l'environnement s'est engagé à accompagner de façon continue les bénéficiaires du projet à travers la mise en place d'un dispositif de suivi technique et institutionnel. Il entend également renforcer les cadres législatifs et réglementaires en vue de garantir un environnement propice aux investissements et la protection des ressources naturelles.
Nous restons dans le même registre pour parler de l'initiative Alliance productive pour les produits forestiers non ligneux. Il s'agit de valoriser ces produits pour lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Il est important de noter que ces produits jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la préservation des écosystèmes forestiers. Le reportage est signé Youssouf Diakité et Sidi Modibo Dambélé. Cette cérémonie consacre le lancement officiel des alliances productives pour le développement durable des produits forestiers non lignés, une idée du projet de restauration des terres dégradées. Le développement des produits forestiers non lignés est une véritable opportunité pour l'amélioration des moyens de subsistance, l'augmentation de revenus et la résilience climatique des populations. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de restauration des terres dégradées, à savoir les investissements dans la restauration des paysages et des services écosystémiques, et plus particulièrement la sous-composante 2.2 du projet, qui est tout ce qui est amélioration des moyens de subsistance des populations pour faire face aux effets du changement climatique. Le projet accompagnera l'initiative avec un financement d'à peu près 9 milliards et le reste est sur la contribution des promoteurs. Ça va améliorer l'autosuffisance alimentaire au niveau des communautés parce qu'il s'agit là de planter, d'entretenir des espèces utilitaires. L'un des pans importants du projet PRTD Mali est de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la valorisation de ces produits forestiers non lignés. Et les bénéficiaires saluent l'initiative de ces alliances productives. Et nous avons choisi d'être dans l'alliance productive sur le moringa. Et dans cette alliance, nous sommes l'acheteur des produits à base de moringa, tels que les feuilles, les fleurs et les graines. Et nous allons collaborer avec des producteurs de moringa sur la période de 3 ans. Les panélistes du jour rassurent que l'objectif global sera atteint avec une intelligence collective. Les forêts ne sont pas seulement des arbres qui sont coupés, qui nous servent pour la cuisson. Ils ont beaucoup d'autres avantages parce qu'il y a les produits forestiers non ligneux qui doivent être valorisés. Et malheureusement, le Mali ne valorise pas assez ces produits forestiers non ligneux. Il y a le karité dont on a beaucoup parlé, mais il y a également le néré, il y a beaucoup d'autres, le zaban, etc. Tous ces produits peuvent rapporter des ressources aux femmes, aux communautés, mais également au niveau national et au niveau international. La cérémonie a regroupé l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Le financement du projet PRTD Mali est assuré par la Banque mondiale. Fin à Bamako de la 55e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Durant 12 jours, les députés et sénateurs de l'Union ont échangé sur plusieurs sujets importants. La tenue des sessions s'inscrit dans le rôle d'organe de contrôle parlementaire de l'Union. Al-Jumatina. La 55e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA tenue à Bamako a été l'occasion pour les honorables députés et sénateurs de l'Union de se pencher sur le rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution du CIP UEMOA soumis à l'examen parlementaire. Au terme des travaux, certaines résolutions sont à noter. Exhorte les autorités des États membres à sensibiliser l'ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la liquidation et le recouvrement des droits, y compris le prélèvement communautaire de solidarité, afin de minimiser les restes à recouvrer en matière de prélèvement communautaire de solidarité. Malgré le contexte budgétaire difficile des organes communautaires, le CIP UEMOA a fait preuve d'un dynamisme soutenu en exécutant entièrement son programme d'activité selon le président par intérim de cette 55e session qui se réjouit d'ailleurs des résultats obtenus lors de cette rencontre de Bamako, la première au titre de l'année 2025 du comité interparlementaire. Les résultats auxquels nous sommes parvenus nous donnent entière satisfaction. Cette présente session a été l'occasion d'adopter le programme d'activité du CIP UEMOA pour l'année 2025, de faire la présentation des nouveaux membres du CIP UEMOA au titre du Burkina Faso et du Sénégal. Nous avons également désigné le nouveau président par intérim et procédé au renouvellement
des autres membres du bureau du CIP et des sous-comités. Au cours de la session, les participants ont unanimement réaffirmé le rôle fondamental que le CIP continue de jouer afin de contribuer au processus d'intégration de l'Union. Puis, ils ont adressé des motions de remerciement au président de la transition, chef de l'État, et au président du CNT pour l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié durant leur séjour en terre africaine du Mali. 800 tonnes de riz ont été remises à certaines femmes, à certaines couches vulnérables. Nous sommes à Ménaka et c'est la ministre de la Santé et du Développement social qui a effectué le déplacement pour la remise du don. Une assistance alimentaire appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Le commentaire est signé Bemba Sibi. Des membres du gouvernement dans la partie septentrionale du pays, une mission qui a un double objectif, apporter le message d'encouragement du président de la transition à la population de Ménaka. Le second objectif est d'apporter une assistance humanitaire à ses compatriotes partout où qu'ils se trouvent. Le but est d'atténuer les souffrances des populations. La mission, conduite par la ministre de la Santé et du Développement social, a remis 800 tonnes de riz aux populations vulnérables de la région. C'est ainsi que, suivant instruction du président de la transition, chef de l'État, une aide rapide de 1000 tonnes de riz a été mobilisée par le commissariat à la sécurité alimentaire et s'est traduit par la distribution gratuite de 800 tonnes de riz, soit 16 000 sacs de 50 kg, déjà disponibles à Ménaka. Et 200 tonnes sont en cours d'acheminement et serviront de stock d'urgence auprès du gouverneur au profit des populations fortement éprouvées. La satisfaction a été grande et les engagements de soutien à la transition plus marqués au dire des différentes autorités de la région. C'est sur instruction du président de la transition, le général d'armée, qui nous a envoyés pour faire cette mission, pour donner cet important lot de vivres aux populations de Ménaka. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a toujours souhaité le meilleur pour tous les Maliens, où qu'ils soient. Et Ménaka fait partie de cette frange-là. L'année dernière déjà, on a été ici. Et aujourd'hui, on vient avec 800 tonnes de riz pour les populations vulnérables. Après la cérémonie de remise, le ministre de la Santé s'est rendu au centre de santé de référence de la localité pour s'enquérir des conditions de vie et de travail du personnel soignant. Le point positif, c'est qu'il y a une très bonne collaboration entre le centre de santé de référence et l'infirmerie de garnison. Donc cette collaboration permet, parce qu'on sait que les ressources sont rares au centre de santé de référence et que c'est la direction centrale du service de santé des armées qui leur vient en aide parfois pour les aider. On a trouvé un personnel assez engagé. Et le personnel, beaucoup aussi, ne sont pas sur place. Des préoccupations auxquelles le ministre a déclaré avoir pris bonne note et promet d'apporter des solutions dans un bref délai. Retour à Bamako et nous évoquons également dans ce 20h la présentation du rapport annuel d'activité des services centraux du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'agit de retracer les différentes actions menées par le département de la Justice durant l'année écoulée. Reportage à Mamadou Fani. Document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions menées par les services centraux du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en 2024. La présentation et la remise officielle du rapport 2024 est un moment important pour le département. Une occasion de faire le point des acquis pour le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires judiciaires au Mali. L'institution judiciaire a engagé des résultats exponentiels. Cette structure créée ou rendue opérationnelle, pôle national économique et financier, pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité, direction nationale des droits de l'homme, agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, école nationale de l'administration pénitentiaire et d'éducation surveillée, parquet spécialisé du pôle judiciaire lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée séparée du tribunal de la commune 6, cour administrative d'appel de Bamako. Dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, plus de 400 milliards de francs CFA recouvrés. Dans le domaine du renforcement des capacités des ressources humaines, 316 auditeurs recrutés, 140 greffiers en chef recrutés, 125 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Tous ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts des responsables des différents services centraux. On a fait énormément d'achats cette année pour toutes les juridictions, que ce soit au niveau national et au niveau régional. On parle de 2000 et quelques équipements de bureaux, mobiliers de bureaux,
C'est des situations qui n'ont jamais été réalisées auparavant. La production d'un rapport annuel d'activité a pour finalité de mettre fin à la gestion cacophonique des affaires et favoriser la traçabilité de certaines actions. Cette remise du 3e rapport annuel d'activité de notre département renforce le sentiment quant à un autre pas géant franchi pour consolider les changements qualitatifs amorcés et reposant sur des valeurs de bonne gouvernance, de management responsable, de culture du résultat, de redevabilité et de reddition des comptes dans l'accomplissement des missions assignées aux différents services. La nouvelle justice qui se veut moderne, crédible, accessible, et responsable, et respectée et transparente n'exclut pas la reddition des comptes parce qu'elle est rendue au nom du peuple malien. Les perspectives 2025 sont très ambitieuses au département de la justice avec l'informatisation du casier judiciaire, la mise en place de l'imprimerie de la justice, la création de la direction de la justice pour enfants et l'instauration du prix de l'intégrité Daniel Amoguin Tessugué, entre autres. À présent, rencontre d'échange entre les acteurs de la filière gomme arabique au Mali, la procédure d'exportation de la gomme arabique, la problématique de son industrialisation ainsi que la formalisation des relations contractuelles étaient au cœur des échanges. Le point avec Seydou Traoré et Adama Kamara. Tous les acteurs de la filière de la gomme arabique autour de la table, avec la volonté d'assainir la filière gomme arabique qui est parmi les filières porteuses de l'économie malienne. Il s'agit pour l'interprofession gomme arabique et responsable du secteur de produire un document pour réglementer la filière. Nous avons constaté beaucoup de façons d'exporter la gomme au Mali. Donc ça crée vraiment un désordre. Donc nous voulons vraiment assainir. Par exemple, la gomme arabique étant un produit d'exportation, normalement, on doit envoyer la gomme arabique aux clients à l'extérieur. Au retour, les devises doivent rentrer au Mali. Donc, il n'y a pas de devises qui rentrent. Avec une production de plus de 15 000 tonnes en 2024, la filière gomme arabique a besoin d'organisation. Ces aspirations cadrent avec les réformes en cours au département en charge de l'industrie et du commerce. Aujourd'hui, contrairement à d'autres filières, nous n'avons aucune industrie au Mali pour transformer la gomme arabique. On n'a pas d'industrie pour le moment. Donc, on part sur l'hypothèse que la totalité de la gomme arabique collectée sur nos territoires doit être exportée. Et si ça doit être exporté, ça doit nous apporter des recettes d'exportation et ça doit nous apporter des devises. Et par conséquent, ça doit alimenter notre réserve d'échange. Les débats entre les acteurs de la filière gomme arabique ont porté également sur la réglementation, les démarches administratives. Le ministre a aussi rassuré les responsables de la filière gomme arabique que les décisions prises au niveau de son département ne sont pas de nature à pénaliser les opérateurs économiques. Le fonds de soutien, le bien fondé, a été largement expliqué aux directeurs d'académie d'enseignement, des centres d'animation pédagogique, aux parents d'élèves et partenaires de l'école par le ministre de l'Éducation nationale. Le point avec Fadema Keïta. Les taxations sur les téléphonies mobiles imputées à tous constituent des fonds de solidarité. L'argent collecté est destiné aux services sociaux de base. Pour le cas express du ministère de l'Éducation nationale, le nombre croissant des candidats au bac de 1972 à 2024 est passé de 5 000 à 231 000, ce qui pose un sérieux problème d'infrastructure. Ce fonds de soutien doit combler en partie le problème crucial de lycées et établissements publics au Mali. Les moyens, il faut se les donner, il faut aller chercher là où ils se trouvent. Il se trouve que dans ce qu'on vient de décider là, par rapport aux taxes, il y a possibilité d'avoir beaucoup d'argent et d'utiliser cet argent à construire des salles de classe, à moderniser nos établissements et à apporter un appui solide à notre système éducatif. Prenant tour à tour la parole, les responsables scolaires et partenaires présents approuvent ce acte citoyen et sont tous unanimes du bien fondé de ces taxes. Ces taxes prélevées vont servir à faire beaucoup d'investissements au niveau de l'école, la construction des salles de classe, l'équipement des salles de classe. L'école étant une affaire de tous, je pense que la cause elle est vraiment noble. Avant, il y avait ce qu'on appelait les karatabous. Il y avait beaucoup plus d'écoles, de classes en séco que de classes construites. Et c'est les parents d'élèves qui ont mis fin à ça par une contribution volontaire.
et ils ont pu construire 30 830 salles de classe au Mali ici. Il faut que les gens s'en souviennent. C'est la même chose. Le ministre compte sur les directeurs et partenaires considérés comme des relais auprès de ceux qui ont mal perçu le pourquoi de ces taxes. Tout le monde a parlé le même langage. Les taxes sont les bienvenues. Elles auraient même dû arriver plus tôt. Mais il n'est jamais trop tard. Le ministre de l'Éducation nationale donne l'assurance. Ce fonds de soutien, géré sous l'œil vigilant du président de la transition, est destiné aux services sociaux de base, à la construction et à l'équipement des structures du pays. Même exercice à Koutiala et Mopti. Devant les forces vives, le gouverneur de Koutiala a largement parlé des tenants et aboutissants du fonds de soutien et les interlocuteurs du gouverneur ont salué la décision. Et à Mopti aussi, les forces vives de la région ont pris l'engagement de sensibiliser les populations pour une adhésion massive. Koutiala, Brahima Kone, Mopti, Suleiman Sidibé. Les forces vives de la région étaient venues dire au gouverneur merci aux autorités de la transition pour la délocalisation de la fête du 8 mars à Koutiala. L'occasion était opportune pour le chef de l'exécutif régional de communiquer sur les tenants et les aboutissants de la nouvelle taxation sur les opérations téléphoniques ou encore du fonds jugé patriotique. C'est normal. C'est patriotique. Nous, on a contribué dès la première République avec le premier président, Modibo Keïta, paix à son âme. Tout le Mali a contribué, tout le monde sans chercher à comprendre, sans hésitation ni murmure. Je crois vraiment que c'est une bonne chose. Ça devait venir même plus tôt avant que maintenant. Ce pays-là, c'est pour la jeunesse. Donc je connais cette jeunesse malienne. Je sais qu'ils ne vont pas échouer. Les Koutialais ont compris que le Mali a commencé à voler de ses propres ailes, en ce sens qu'aucun sacrifice ne sera de trop en matière de redevabilité. Tous les moyens sont bons pour qu'on puisse vraiment arriver à élargir, je dirais, un peu l'assiette fiscale à ce que la plus grande majorité de la population puisse contribuer au développement du pays. Koutiala fait partie des villes qui ont vraiment souhaité ça et qui se ont manifesté leur joie par rapport à la décision. Je pense que Koutiala a bien compris. Au regard de ce qui précède, l'on peut se targuer de dire que la décision gouvernementale de taxer les opérations téléphoniques ne souffre d'aucune interpellation à Koutiala. En tant que collectivité, pour moi, tout décret ministériel venant de nos plus hautes autorités qui va dans le sens du développement doit être soutenu par l'ensemble des populations parce que ça va dans l'intérêt de tout le monde. Loin de prêcher dans le désert, le gouverneur Abdoulaye Cissé a fait une communication permettant de renforcer la fibre patriotique des populations de la région de Koutiala. Débat sur les nouvelles taxes de soutien à l'État, l'exécutif régional de Mopti rencontre les forces vives de la région pour échanger sur le bien fondé des mesures prises. Un cadre idéal qui a permis au directeur du cabinet du gouverneur de donner des informations claires aux chefferies traditionnelles sur l'impact des nouvelles taxes sur la vie des populations. La rencontre était structurée en 3 points. D'abord, donner la bonne information aux représentants des forces vives de la région de Mopti, leur expliquer le bien fondé des nouvelles mesures prises par le gouvernement qui n'ont d'autre objectif, ces mesures, que l'amélioration au quotidien des conditions de vie des Maliens. Et demander en 3e position leur accompagnement. Nous, les jeunes de Mopti, sommes très contents de cette initiative des autorités qui est les nouvelles taxes. Nous leur réitérons notre soutien indéfectible. On ne peut pas avoir la souveraineté de son pays sans cotiser, sans se soutenir. La souveraineté a un prix et nous allons sensibiliser les populations pour une adhésion active. Autofinancement pour les uns et élan de solidarité pour les autres. À l'unanimité, les chefs de quartier et villages, les leaders religieux, les acteurs de la société civile promettent une large division de l'information à la base pour l'atteinte des objectifs assignés.
À présent, nous nous intéressons au lancement du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Le projet vise à donner une réponse holistique et intégrée aux défis du secteur éducatif malien, un projet qui intervient dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et également le district de Bamako. Les précisions avec Segona Kamisoko. Financé à hauteur de plus de 13 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans, le projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM, a été conçu pour faire face aux défis liés à l'accessibilité et à la qualité de l'enseignement, surtout dans les zones rurales et enclavées. Servitude International Mali a mobilisé des partenaires de qualité. Avec une grande réputation dans le domaine de l'éducation, AMSS ici présent, CAEB et Cordate. Les innovations seront au cœur de l'atteinte des objectifs du présent projet. Le projet va engager des actions de plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques et financiers afin qu'ils soutiennent le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes liées aux acquis du projet. L'initiative du projet PADEM est soutenue par l'Union européenne. Par ma voix, l'Union européenne réaffirme son engagement à accompagner le Mali, à soutenir ses efforts pour offrir à chaque enfant une éducation de qualité, condition essentielle pour bâtir un avenir meilleur. Ce projet que nous portons ensemble aujourd'hui sur les fonds baptismaux dans la finalité d'atteindre l'objectif de refondation de notre système éducatif. Je voudrais remercier l'Union européenne qui a consenti à accompagner le gouvernement de la République du Mali dans les efforts de décentralisation de son système éducatif. C'est donc parti, et bien parti, pour 48 mois d'activité qui se veulent intenses. Activité dont la finalité est d'assurer une éducation fondamentale de qualité et inclusive dans un environnement protecteur des jeunes filles et garçons dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Et demain, samedi 22 mars, nous célébrons la Journée mondiale de l'eau, édition 2025. Occasion pour les acteurs d'informer, sensibiliser et partager sur la mise en valeur des ressources en eau. Le thème retenu pour cette année est « Protection des glaciers », synthèse du message du ministre de l'Énergie et de l'eau avec Fantama Magnentao. S'inscrivant dans le cadre de l'année internationale de la préservation des glaciers, la Journée mondiale de l'eau a pour objectif de sensibiliser sur l'importance des glaciers dans la régulation du climat et leur influence directe sur le cycle de l'eau. Au Mali, à travers plusieurs sous-thèmes, notamment effet de la fonte des glaciers sur le cycle de l'eau au Mali, problématique de la pollution des cours d'eau au Mali, nous invite à une large information et sensibilisation à travers des conférences et expositions sur la gestion durable des ressources en eau. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé en décembre 1992 de proclamer le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau. La célébration de la Journée mondiale de l'eau contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. Le thème retenu pour cette année 2025 intitulé « Protection des glaciers » a pour objectif d'attirer l'attention sur l'importance vitale des glaciers en les plaçant au cœur de nos préoccupations. Le Mali ne possède pas de glaciers, mais la fonte accélérée au niveau mondial a une influence directe sur notre climat local. La fonte accélérée observée au niveau mondial influence directement notre climat local en provoquant des perturbations significatives dans la disponibilité et la gestion de nos ressources en eau. Ces changements aggravent les sécheresses, les inondations et perturbent les systèmes hydrologiques, agricoles et économiques dont dépendent fortement nos populations. Le ministre en charge de l'eau a saisi l'occasion de rappeler à la population malienne la préservation de l'eau. Je saisis cette occasion pour appeler chaque Malien et chaque Malienne à davantage de responsabilités face aux dommages environnementaux causés par certaines activités dans nos cours d'eau, notamment l'orpaillage avec l'utilisation des dragues et des produits chimiques qui menacent nos écosystèmes et compromettent dangereusement l'avenir des générations futures.
Attirer l'attention sur l'importance de l'eau douce et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en eau douce est l'affaire de nous tous. Une rupture collective de jeunes sur l'invitation du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social étaient présents les partenaires sociaux Youssouf Diakité et Siriki Koulibaly. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social et les partenaires sociaux à la même table, pas pour des négociations cette fois-ci, mais autour d'un plat de fraternité pour la rupture collective des jeunes. Les partenaires apprécient l'initiative à sa juste valeur. Le mois béni de Ramadan est un moment de recueillement, de prière et de solidarité. Cette cérémonie de rupture collective des jeunes, initiée par le gouvernement, à travers les ministres du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, s'inscrit dans cette noble tradition de vivre ensemble. Le dialogue social à la République du Mali est vraiment sur de très très bonnes pentes, à rassembler les syndicats, les employeurs et les décideurs autour d'un repas de ce genre, en ce mois béni du mois de Ramadan, ne fait que reconforter notre idée que notre pays, depuis des temps immémoriaux, est un pays de dialogue. Pour la circonstance, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social est accompagné de ses collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l'éducation nationale. Je suis aujourd'hui comblé que l'ensemble des acteurs sociaux aient répondu à cet appel. C'est pour dire que le dialogue social dans notre pays a pris un autre chemin. Et ce chemin est celui que vous avez bâti, que nous avons bâti ensemble. Chers partenaires sociaux, merci à vous. La cérémonie a pris fin par des remerciements et des bénédictions pour la stabilité du pays. Sungalo Solidarité, une initiative des autorités de la transition. Le ministre en charge de la justice était du côté de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Sur place, il a rompu le jeûne avec les forces vives de la commune. Sur le terrain Chaba de la Fiabougou en commune 4 du district de Bamako, le ministre en charge de l'urbanisme a présidé la cérémonie de rupture de jeûne. Occasion pour lui de passer le message de reconnaissance et de remerciement du gouvernement à l'endroit de la population pour son soutien multiforme. Rupture de jeûne à Kalaban-Koro, cette fois-ci, jeunes femmes et vieux sont sortis pour partager ce moment symbolique avec le ministre de l'élevage et de la pêche. Nos équipes étaient sur place, suivant le reportage. Mohamed Anama Keita, Bokari Koulibaly et Salif Ouedraogo. Sunkalo Solidarité bouclée à Bamako, c'est le tour de Kati de recevoir ce mercredi 19 mars le ministre en charge de la jeunesse pour les débats ministériels Kakene. Et c'est le président du Conseil national des jeunes de Kati qui donne le ton des débats en anticipant sur la question du conférencier principal. Nous sommes investis à faire beaucoup d'activités à l'endroit de notre communauté, à savoir les paiements de nos TDRL. L'ensemble des membres du bureau communal ont payé leur TDRL. Et notre deuxième activité, c'était quoi? C'était de soutenir nos plus hautes autorités, de faire un don de sang à l'endroit des femmes. Au-delà de ça, on a entrepris notre projet Kalan, Demseonga Kalan. Ce consistait à faire le renforcement des capacités à l'endroit de nos bacheliers qui ont eu le bac. Du 31 décembre au 1er janvier 2025, on a commencé les campagnes de sensibilisation concernant la consommation de drogue. Des questions à réponse, le ministre Fomba, dans son pragmatisme, a résolu l'équation de la clôture de l'école fondamentale du quartier Farada en proie à l'insécurité. Nous avons demandé dans la masse certains jeunes entrepreneurs qui sont venus, qui se sont engagés. Certains ont décidé de donner du ciment. D'autres ont décidé de donner du sable. Le ministre aussi va contribuer. Mais c'est magnifique parce que nous voulons d'avoir tous les éléments nécessaires. Donc nous nous sommes trouvés sur un environnement où nous avons pu échanger, attirer l'attention des gens sur leur engagement dans leur propre communauté. Et nous avons aujourd'hui tous les éléments aujourd'hui pour clôturer cette école fondamentale par les communautés, par leur investissement. En tant que les premiers responsables, la fêtière des organisations de la société civile, nous sommes engagés et mobilisés et motivés pour accompagner les plusieurs autorités dans leur mission régalière. Aide-toi, le ciel t'aidera. Des problèmes maliens, il faut des solutions maliennes. Donc nous sommes engagés, nous sommes prêts et nous sommes déterminés à apporter notre contribution à l'édification de notre pays. Partout où le ministre Abdoul Kassim Fomba est passé, son message a eu un écho favorable quant à l'engagement citoyen. C'est là grâce à la bonne synergie entre son département et ses partenaires, à savoir les pionniers, les scouts,
la brigade citoyenne et le nouveau président des bureaux renouvelés du Conseil national des jeunes. Gouverner, une vision des gouvernants concrétisée en ces mois bénis des Ramadan. Dans une ambiance conviviale, le ministre en charge de l'urbanisme rompt le jeûne avec les habitants de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Un moment empreint de solidarité, mais aussi de reconnaissance des autorités à l'égard de la population. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Donc on voulait être partout dans le Mali pour vraiment passer ces moments de convivialité et de spiritualité avec les citoyens maliens. Ils nous ont mandaté de venir au moins au niveau du district de Bamako, vraiment passer dans toutes les communes pour vraiment faire passer leur message, en tout cas de solidarité, leur message de remerciement, vraiment pour tout ce que le peuple malien est en train de faire, tout le soutien que les Maliens sont en train de faire aux autorités de la transition. Cette activité qui se situe dans le cadre de l'opération Sonkalo Solidarité initiée par le gouvernement est bien accueillie par les habitants de Lafiabougou. Vous avez vu l'affluence derrière moi, ça veut dire que les besoins étaient là. Donc l'occasion pour nous de remercier le président de la transition pour avoir pensé aux plus démunis et au nom de ces plus démunis et que nous sommes censés représenter. Et je remercie aussi l'ensemble du gouvernement. Après les phases de solidarité, communion et partage entre les autorités et les populations, place à celle de la spiritualité. Une prière pour un Mali apaisé et souverain a couronné l'activité. L'événement qui s'est déroulé sur le terrain Yaba visait à promouvoir le dialogue religieux et l'unité nationale durant une période significative pour la communauté musulmane. Tout le monde est content de voir une autorité venir vraiment partager le moment important de rupture de jeûne et de se faire des bénédictions. Bénédictions pour nous tous, mais aussi bénédictions pour notre cher pays, pour la stabilité, pour le progrès. Et nous avons tenu à remercier les populations d'ici pour leur résilience depuis 2022 à nos jours. Cette démarche participe de la volonté des autorités de favoriser la cohésion sociale dans notre pays. La rupture du jeûne avec toutes les couches sociales en commune 5 est l'un des événements marquants du Ramadan pour le fidèle musulman. Nous disons merci à son Excellence le Président pour cette initiative heureuse. Nous sommes venus trouver des frères, des sœurs, des enfants qui nous ont bien accueillis. Ils nous ont demandé de faire comme chez nous. Et nous les remercions infiniment et nous avons partagé la rupture ensemble. Et je tiens vraiment à les remercier, à les féliciter pour l'hospitalité. C'est ça le Djetgia de notre cher pays. Cette rupture collective, au-delà de renfermer les liens, a été marquée par la prière et des bénédictions pour la paix et la stabilité dans notre pays. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était présent à la cérémonie de rupture collective de jeûne organisée par l'ambassadeur de Qatar au Mali. Une façon pour l'ambassadeur de magnifier sa fraternité envers ses homologues et le gouvernement du Mali. Les temps forts avec Youssouf Diakité. Cette rupture collective de jeûne est une initiative de l'ambassadeur du Qatar au Mali pour magnifier une fois de plus sa fraternité religieuse à la communauté diplomatique, mais surtout au gouvernement du Mali. Le mois de Ramadan est un mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan est un mois de pardon, d'amour, de solidarité, de partage et de vivre ensemble. Et aussi un mois de tisser les relations familiales. En circonstance, il me plaît rappeler que l'islam est un mois c'est une religion de tolérance. Elle prône pour la paix, non à la violence. Les organisations internationales accréditées au Mali, les représentations diplomatiques et consulaires et d'autres organisations partenaires de l'ambassade ont pris part à cette rupture collective de jeûne.
Retour à l'actualité régionale et direction 100 pour parler du lancement des activités du projet GFO. C'est pour le renforcement des acteurs humanitaires locaux en tant que premier répondant dans les cercles de Tomia et Fangasso. Il est financé à 776 millions de francs CFA. 200 Drissa Koni. Le projet GFO, qui vient de prendre son envol dans la région des 100, vient en complément au projet BMZ de Nexus et Befa Mali. Il a pour objectif de porter assistance à 2500 ménages déplacés internes et leurs hôtes dans 5 communes de cercle de Tominia et Koula. D'une durée de 18 mois, octobre 2024, juin 2026, il est financé à près de 776 millions de francs CFA par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, autrement dit, German Federal Foreign Office GFO. À ces personnes-là, nous allons apporter des assistances tant en vivres. Donc nous allons pouvoir leur distribuer des vivres comme nous le faisons déjà depuis le début du projet BMZ. Ce projet aussi tend aussi à appuyer les femmes allaitantes, les femmes enceintes, pour aussi leur donner la capacité de ne pas faire en sorte que leurs enfants puissent tomber dans la malnutrition. Mais aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir plus de calme, pour pouvoir cultiver et tout ça. On va, lors des périodes pré-hivernales, leur apporter le soutien alimentaire. Une épine de moins, diront les communautés bénéficiaires. La commune de Koula est confrontée à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire même les familles d'accueil, ce sont des pauvres. Et s'il faut qu'un pauvre accueille un étranger, vous voyez ce que ça fait? Donc vraiment, je pense que vraiment avec l'arrivée de ce projet, ça sera vraiment une épine de moins. Les cercles de Tominia et de Fangasso font face à des défis multiples qui mettent à l'épreuve la résilience des populations. Face à ces enjeux, il est impératif de renforcer la capacité des acteurs locaux qui sont les premiers à intervenir en situation d'urgence. En plus du Mali, le projet GFO existe au Burkina Faso et au Mozambique. L'invité de la semaine s'intéresse aujourd'hui à un parcours de femmes dans la foulée de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Parmi celles qui portent le combat pour l'autonomisation des femmes, la présidente de l'ONG Mousso Kanyeta. Sa philosophie, c'est la promotion de la femme malienne, maîtresse de son destin. Sa cible essentiellement, c'est les femmes rurales. Au micro de Yaya Konaté, Koura Sissoko nous parle du mode opératoire de son ONG. C'est un extrait de l'émission L'invité de la semaine à suivre ce soir. L'invité de la semaine à suivre après les infos météo. Elles viennent vers nous avec de micro-projets. Nous voyons la viabilité des projets en question. Et si on estime que le projet est viable, on finance. Donc j'ai mis à leur disposition des fonds. Elles ont dispatché entre elles-mêmes, chacune en fonction de leurs besoins. Et ensuite, elles rendent. Elles utilisent, mais elles rendent. Et des fois même avec un surcoût qu'elles-mêmes elles ont déterminé. Les trésorières s'occupent de la collecte et après, elles refont le dispatching. Comme cela, les activités se développent et les montants montent crescendo petit à petit. Et voilà. Vous leur avez servi un peu d'institution de microcrédit ou comment ça s'est passé? Exactement, c'est du microcrédit parce que ce sont des femmes qui n'ont pas accès au crédit auprès des banques. Évidemment que lorsqu'elles s'adressent aux banques, les banques vont les institutions financières, pas forcément les banques, vont demander des garanties qu'elles n'ont pas forcément. Donc là, ça leur permettait de tout de suite commencer avec un fonds de départ sans aucune garantie. Notre seule garantie, c'est la confiance. Actualité AES, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré à Zénaré les représentants des différentes couches sociales. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces échanges avec les populations. Le président s'est exprimé sur l'inauguration d'une usine de ciment dans la région et sur la désinformation, suivant un extrait de son intervention. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut. Aujourd'hui, après ici, nous irons inaugurer l'usine de ciment, qui est une usine de plus au Burkina Faso. Mais l'espoir, c'est de pouvoir discuter avec toutes les cimenteries dans les jours à venir pour voir comment baisser le prix du ciment aussi. Nous avons du calcaire au Burkina Faso et de l'argile. Il faut qu'on arrive à exploiter ça pour faire baisser le coût du ciment. Et aussi, c'est un signal, ceux qui sont là,
Parce qu'ils sont arrivés en 2023, au moment même où les impérialistes avaient peint le Burkina Faso en rouge, et ils sont venus avec leur argent. Ils ont injecté, ils ont construit leur usine. Je pense qu'ils ont fini depuis le mois d'octobre passé. Donc c'était un devoir pour nous d'aller les accompagner et passer un message aussi au monde pour les faire comprendre que le Burkina Faso tel qu'ils le disent, c'est faux. Parce que ceux-là qui ont peint le Burkina Faso en rouge, vous voyez, automatiquement le lendemain, en tout cas quelques jours après, Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non? On a dit il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Et si vous écoutez les radios en son temps, ça piaille partout. Ouais, le pays est tellement ensanglanté que Air France a tout arrêté. Quelques semaines après, Air France sort ses chiffres. Leur chiffre d'affaires même a augmenté parce qu'ils ne viennent plus dans l'AES. En tout cas, c'est bien. Et puis vous venez négocier, supplier pour qu'on réouvre encore pour vous. Il faut repeindre le pays en vert et puis on va commencer à collaborer. Au Niger, le ministre de la Justice, celui en charge du pétrole et la ministre de l'Artisanat et du Tourisme ont animé un point de presse relatif à la gestion du secteur pétrolier au Niger, entre autres. C'est pour éclairer la lanterne du peuple nigérien sur les dernières mesures prises par les autorités suite à des manquements constatés dans la gestion du secteur pétrolier. Le point avec Moussa Hamani. Ce point de presse, conjointement animé par le ministre du Pétrole, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, était une occasion véritable pour ces trois membres du gouvernement d'informer clairement le peuple nigérien sur les dernières mesures prises par l'État du Niger face à la gestion du secteur pétrolier nigérien et de l'hôtel Solix de Niamey par le partenaire chinois. Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la richesse est répartie entre l'État du Niger et notre partenaire, notamment en ce qui a trait au salaire payé aux employés nigériens, à l'indexation des postes et à la part des marchés attribués aux entreprises nigériennes. Nous sommes coupés de la réalité de la vie de ces attributs. Voilà pourquoi nous avons pris la décision ultime de demander le départ de ces trois dirigeants. Concernant la fermeture de l'hôtel Solix de Niamey, géré toujours par le partenaire chinois, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agachata Guichem, a donné les raisons claires qui ont conduit son département ministériel à prendre cette décision courageuse. Nous avons la location à long terme des chambres à des sociétés chinoises, contrairement à la réglementation hôtelière qui prévoit la location de manière permanente aux sociétés de voyage, notamment au mépris de la taxe sur les nuitées. Nous avons le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d'accéder aux locaux de l'hôtel. La cession d'une partie des terrains sans l'accord préalable des autorités compétentes. La non-communication des documents nécessaires pour le contrôle de l'exploitation et le registre des clients comme le bilan annuel, le compte de résultats, etc. Face à ces manquements répétés, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a pris la décision de retirer la licence d'exploitation à la Société Solix International en application à la réglementation en vigueur en la matière. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, principal témoin de cette sortie médiatique, a indiqué que c'est en toute responsabilité que l'État, à travers le ministère du Pétrole et celui de l'Artisanat et du Tourisme, a pris ces décisions courageuses afin de satisfaire les exigences légitimes du peuple nigérien qui riment avec la vision du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, pour qui les richesses nigériennes doivent en priorité profiter au peuple nigérien. Et nous revenons sur Songalo Solidarité. Je le disais, le ministre en charge de la Justice était du côté de Djilibougou, en commune 1 du district de Bamako. Sur place, il a rompu le jeûne avec les forces vives de la commune. Mohamed Namakita pour le reportage. C'est un ministre en charge de la Justice mieux imprégné du sens de la solidarité qui vient rompre le jeûne avec les forces vives de la commune 1.
Cette visite du ministre Kassogué s'inscrit dans le cadre de l'initiative Sunkalo Solidarité des plus hautes autorités en vue d'éveiller davantage chez la population le sens du partage et de la solidarité. Il nous a été enseigné par nos anciens que par le passé, ceux-là qui étaient plus nantis que leurs voisins trouvaient les moyens de venir à leur secours en leur apportant aide et assistance, mais dans l'anonymat le plus total, dans la discrétion la plus totale. Et les membres du gouvernement et les autorités en se mobilisant transmettent un message, celui de la relation fusionnelle qui existe entre les dirigeants et les administrés. C'est pour dire que nous sommes ensemble, que nous partageons les mêmes valeurs et que nous avons la même ambition pour le pays. Pendant cette opération, le gouvernement a prévu la distribution d'aides gratuites à l'endroit de certaines couches vulnérables de la société et aussi l'accès aux denrées alimentaires à un prix social, donc pour ceux qui ont des revenus modestes. En plus de cela, il y a des consultations gratuites qui sont faites, beaucoup d'autres activités, donc des activités qui témoignent de la solidarité qui existe entre nous. Et cette action va se poursuivre jusqu'à la fin du Ramadan, mais doit aussi continuer au-delà. Depuis le début de cette deuxième édition du Sunkalo Solidarité, les 3 sites de rupture collective en commune 1 mobilisent régulièrement du monde, à en croire les premiers responsables des jeunes de la commune. L'esprit de cette rupture répond à son objectif ici en commune 1. Les 3 localités choisies sont Korofina, Djelibougou et Sotiva. Et tous les acteurs de la société civile se mobilisent pour cette cause ici en commune 1. Voilà, ici, le ministre vient témoigner de cela, transmettre les messages des plus hautes autorités. Cela est vraiment réjouissant et sincèrement, ça répond à l'esprit encore de la convivialité, de la cohésion entre les dirigeants et les administrés ici. À travers cette vaste opération Sunkalo Solidarité, le gouvernement entend donner un nouvel élan à l'entraide et le vivre ensemble partout au Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Dieu voulant, d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Un oiseau perché sur un arbre n'a jamais peur que la branche se casse parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes, disaient nos grands-pères. Ensemble pour un Mali uni et plus fort. Bonne soirée à tous.